LM Généalogie vous raconte Henri Lamy, la délinquance juvénile, épisode 2. La deuxième affaire se déroule à Saint-Malo. Voleur arrêté, titré L'Ouest éclair du 22 septembre 1909. Lundi soir à 9h, le jeune Tulou, 16 ans, originaire de Rennes, a été arrêté à la gare de Saint-Malo au moment où il se disposait à prendre le train pour Rennes. Ce jeune homme est prévenu de vol de 75 francs de complicité avec Sieur Lamy, sans domicile à Saint-Malo, au préjudice de M. François Frézil, garçon de café demeurant rue du Grand Placitre. Lamy est activement recherché. 2 ans après la première affaire, le 22 septembre 1909, le juge d'instruction de Saint-Malo délivre un mandat d'arrêt à l'encontre de Henri. Il est accusé d'avoir volé le 20 septembre M. Frézil, garçon de café à Saint-Malo, âgé de 50 ans, avec la complicité de son ami Jules Tulou, âgé de 16 ans, originaire de Rennes. Le jeune Tulou est arrêté le 21 septembre, alors qu'il venait de s'installer dans un wagon du train en partance pour Rennes. Il sera incarcéré à la maison d'arrêt le lendemain. En revanche, Henri est introuvable. On le soupçonne d'avoir fui à Rennes ou à Paris. Arrêté à Paris le 16 octobre 1909, Henri est conduit en dépôt à la maison d'arrêt de Saint-Malo le 20. Henri a désormais 15 ans. Il mesure 1,62 m et ne se dit plus catholique. Il dit exercer la profession de cordonnier, alors qu'il n'est que chaussonnier. Son ami Tulou est reconnu coupable de complicité de vol le 14 octobre, mais le tribunal décide de l'acquitter, car il aurait agi sans discernement. Cependant, le tribunal considère qu'aucun parent n'est en mesure de l'éduquer correctement et de le remettre sur le droit chemin. En conséquence, le tribunal exige son placement en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Le 23 octobre, Tulou fait appel de la décision. Après 1 mois de cavale, Henri est jugé en première instance à Saint-Malo le 21 octobre. Le tribunal le déclare coupable de vol, mais comme pour son ami, il est acquitté comme ayant agi sans discernement et est envoyé en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Henri fait lui aussi appel le 28 octobre. Ils seront tous deux transférés à la maison d'arrêt de Rennes le 1er novembre et présentés devant la cour d'appel le lendemain. Le 9 novembre 1909, la cour d'appel de Rennes rend son verdict et confirme le premier jugement. Henri et Tulou sont envoyés à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer jusqu'à leur majorité. Cette banale affaire de vol cache peut-être une sordide affaire de prostitution pédéraste, mais la justice ne se prononça que sur le vol. Les 2 jeunes gens n'ayant guère un profil irréprochable, les accusations de pédéraste envers le plaignant n'iront guère plus loin que le témoignage. Une affaire n'en cache-t-elle pas une autre ? Dans la première déposition du plaignant, Frézil, 50 ans, garçon de café dans Saint-Malo intramuros, ce dernier explique ne connaître Henri que sous le nom de Le Frisé et de l'avoir croisé dans la rue. Il raconte lui avoir demandé de l'accompagner jusqu'à sa chambre pour lui donner un panier à remettre à un restaurant. Henri serait reparti tout de suite avec l'objet et le plaignant se serait couché pour dormir avant de reprendre son travail. À son réveil, Frézil s'aperçoit qu'on lui a dérobé son veston dans lequel se trouvait entre autres la somme de 60 francs. Selon la propriétaire de la chambre, Henri serait revenu sur les lieux et aurait quitté la chambre précipitamment, peu de temps avant que le plaignant n'interroge sa propriétaire. Se doutant que Henri quitterait Saint-Malo en train, Frézil a rejoint la gare accompagné d'un policier. Sur place, ils y trouvent Tulou, qui après plusieurs questions finit par avouer le larcin de son ami Henri. Tulou est alors conduit au poste de police. Au poste de police, Tulou nie toute implication dans le vol, mais confirme que son ami Henri en est l'auteur. Il avoue, lors de sa déposition, que Henri lui a remis une petite partie du butin. Il explique aussi avoir rencontré Frézil dans Intramuros et l'avoir aidé à retrouver Henri. Sans succès, c'est à ce moment-là qu'il décide de se séparer du plaignant et de prendre le chemin de la gare. Frézil n'en fait pas état dans sa déposition. C'est lors de sa première comparution devant le juge d'instruction que le jeune Tulou va faire basculer cette simple affaire de vol en une histoire plus que sordide. Nous sommes le 22 septembre 1909. Il est 14 h.
Tulou est écroué à la maison d'arrêt de Saint-Malo depuis midi. Il est amené dans le bureau du juge René Guilert. Il consent à répondre aux questions sans le conseil d'un avocat. De nouveau, il explique ne pas être l'auteur du vol et dénonce son ami Henri. Tulou donne sa version des faits, raconte comment Henri en est venu à aller chez le garçon de café Frésil. Ce n'est pas pour rendre service à Frésil, comme l'a rapporté le plaignant, mais parce que ce dernier l'avait invité à venir dans sa chambre pour coucher avec lui la veille du vol. Tulou n'a vu Henri que le lendemain. Henri serait resté près de 24 heures dans la chambre de Frésil, profitant de l'occasion pour faire l'inventaire de ce qui s'y trouvait. Durant ces 24 heures, Henri n'a pas réussi à mettre la main sur le porte-monnaie de Frésil. Et voulant absolument retourner dans la chambre durant le sommeil de Frésil, Henri demande à Tulou de l'accompagner pour fouiller ses affaires, et voire même l'agresser dans la rue pour le dépouiller. Tulou refuse. Il ne souhaite pas être complice d'une agression. Henri est déterminé, quitte à faire appel à un autre ami. C'est là que l'on arrive à notre affaire de vol. Finalement, Henri n'a pas besoin de la force. Il réussit à trouver la bourse de Frésil ce 20 septembre 1909, durant son sommeil. Tulou retrouve Henri après le vol, comme il l'explique dans sa déposition au commissariat. Le 22 septembre 1909, lors de sa première comparution devant le juge, et après avoir raconté le déroulé des événements jusqu'à son arrestation à la gare, Tulou déverse au juge tout ce qu'il pense du garçon de café nommé Frésil. Je cite « Frésil est un pédéraste. Il y a environ 3 semaines, un vendredi vers 11h du soir, étant dans l'urinoir qui se trouve près du lavoir à l'extérieur du château, il vient m'y rejoindre, me prit la verge et la toucha quelques instants en me disant « Tu as une belle petite queue, je te reverrai un de ces jours. » En effet, le lendemain, il me rejoignit dans l'urinoir du terre-plein Saint-Vincent et me passant la main sur les fesses, il me demanda si je voulais aller coucher avec lui. Je le suivis d'abord dans un débit, où nous prîmes des mentalots, puis dans sa chambre. Une fois au lit, nous fîmes des malpropretés, et je ne quittai la chambre que le lendemain matin à 9h. Il me remit 1,50 franc. Pendant que nous nous livrions l'un et l'autre à des actes contre nature, la lumière était éteinte, et nous ne pouvions être aperçus du dehors. D'après Tulou, Frésil s'est comporté de la sorte aussi avec Henri le jour du vol. Suite à ces révélations, le juge d'instruction demanda au commissaire de police de Paris d'auditionner de nouveau le plaignant Frésil. Frésil n'est pas resté sur Saint-Malo. Il est immédiatement, après cette affaire, parti vivre à Paris. Convoqué dans les locaux de la police parisienne le 5 octobre, Frésil maintient bien sa plainte pour vol, mais face aux révélations du jeune Tulou, il décide d'ajouter à sa déclaration que la veille du vol, il avait bien partagé son lit avec Henri Lamy, que par pitié, sachant qu'il était sans logement depuis plusieurs jours, il lui offrit sa couche. Il ajoute n'avoir jamais eu de relation homosexuelle avec lui et admet aussi avoir reçu dans son lit le jeune Tulou 15 jours auparavant, mais se défend de toute relation sexuelle tant chez lui que dans un urinoir. Pour Frésil, tout n'est que mensonge. Dès le lendemain de cette audition, Frésil s'empresse d'écrire au procureur de la République pour lui faire part de sa stupéfaction suite aux accusations de Tulou. Il explique sa rencontre avec ces jeunes gens et tente de justifier sa probité. Pour lui, c'est simple. Tulou a voulu se venger de la plainte qu'il avait déposée le 21 septembre. Frésil maintient quand même sa plainte. Que raconte Henri le 21 octobre, après son arrestation à Paris et à son retour à Saint-Malo? Sensiblement la même chose que son ami Tulou. À la nuance près qu'il minimise le vol. Ce n'était pas volontaire. Je cite « L'été dernier, j'étais à Saint-Malo. Je travaillais à faire des corvées avec Tulou. Frésil nous a emmenés dans sa chambre. J'ai couché avec lui. Tulou aussi. Dans la chambre de Frésil, j'ai pris un paletot, un pantalon que j'ai cru être le mien et je me suis sauvée, car Frésil voulait m'enfiler. Je n'ai pas voulu me laisser faire et lui ai foutu un coup de poing dans la figure. J'ai donné des souliers à Tulou, je suis partie à Paris où je travaillais quand on m'a arrêté. Pour l'affaire de vol, il n'y a aucun doute. En revanche, cette histoire sexuelle consentie ou non, abusée ou non, ressemble à s'y méprendre à de la prostitution juvénile. C'est parole contre parole. Peut-on croire de jeunes délinquants désœuvrés? Le juge en a-t-il tenu compte en les acquittant comme ayant agi sans discernement? Peut-on prêter foi à de telles accusations? En tous les cas, cette affaire en restera là. Faisons une petite enquête de moralité sur les différents protagonistes de l'affaire.
Tulou, 16 ans. C'est sa première condamnation, coupable de complicité de vol. Originaire de Rennes, il se trouvait sur Saint-Malo depuis 4 mois. Formé au métier de mécanicien, il n'a pas travaillé dans ce domaine depuis 1 an. À son arrivée à Saint-Malo, il travaille 3 semaines chez un camelot qui le renvoie pour indélicatesse. Le patron s'est rendu compte que Tulou le volait. Un emploi de plongeur dans un restaurant, mais au bout de 8 jours, il est aussi renvoyé, car il s'adonnait à la boisson. Livré totalement à lui-même, il gagne alors quelques pièces en donnant un coup de main de ci et de là. Il porte des bagages, range les chaises des terrasses de restaurants. Tulou n'a pas de logement. Il dort à la Belle Étoile en compagnie de son ami Henri et d'autres jeunes vagabonds comme lui. Peu recommandable, les enquêteurs n'ont cependant pas eu connaissance qu'il se soit livré à des actes contre nature. Idem pour Henri. Les renseignements sur la conduite passée de Tulou ne lui sont pas favorables. Sa mère l'a placé chez différents patrons mécaniciens, mais il n'y est jamais resté très longtemps. Préférant vagabonder que travailler, influençable, il s'entourait de mauvaises fréquentations, jusqu'à ne pas rentrer chez sa mère le soir. La figure paternelle est inexistante, son père étant mort depuis une quinzaine d'années. Sa mère, sans fortune, a beaucoup travaillé pour élever ses 4 enfants âgés de 25, 23, 20 et 16 ans, Tulou étant le petit dernier. Sa mère, marchande de légumes, est dépassée par le comportement de son fils. Elle ne souhaite pas l'abandonner, mais préfère qu'il soit placé dans une maison de correction jusqu'à ses 18 ans. En outre, elle n'est pas en mesure de payer une pension mensuelle. Henri Lamy, 15 ans. 2e condamnation, coupable de vol. Henri a déjà eu affaire à la justice alors qu'il n'avait que 13 ans. Le motif était le même, le vol. La justice fut clémente à l'époque et l'envoya chez son oncle pour être mieux suivi que chez sa grand-mère. Manifestement, ce fut un échec puisqu'on le retrouve adolescent vagabondant dans les rues de Saint-Malo, livré à lui-même et sans toit. Suite au vol de Saint-Malo, il devient fugitif durant 1 mois. La police le retrouve errant dans les rues parisiennes. D'après l'enquête, Henri a des instincts déplorables. Ses parents n'ont jamais pu en faire quoi que ce soit. La figure maternelle est absente, sa mère étant morte depuis 7 ans. Il n'y a rien à dire de mauvais sur son père, à part qu'il est journalier et qu'il s'adonne à la boisson. Ne gagnant que 1,50 franc par jour, c'est sa fille, Marie, qui subvient au ménage. Sa plus jeune fille, Anastasie, est élevée par un oncle. Chaussonnier de formation, Henri a aussi de mauvaises fréquentations. Vu le comportement récidiviste de Henri, le juge n'a pas d'autre choix que de l'envoyer dans une colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Frésil, 50 ans, garçon de café. À l'époque des faits, Frésil est divorcé et père de 4 enfants. Marié en 1890, le couple se désunit dès la première année de mariage. La situation professionnelle est très instable. Frésil ne reste jamais très longtemps dans un même lieu. Entre 1884 et 1898, il est passé dans 9 villes différentes, dans 5 départements, pour le retrouver à Paris juste après l'affaire qui nous occupe. Restaurateur dans un premier temps, une déclaration de faillite est établie en 1894. S'ensuit une séparation de biens en 1896, une séparation de corps au profit de son épouse en 1903, puis une demande de divorce de Frésil en 1904. Le couple se déchire et s'invective à tour de rôle. Le jugement du divorce est mis en appel en 1905. Frésil accuse sa femme d'avoir eu une conduite scandaleuse durant leur union, avoir eu des amants et leur avoir même transmis une maladie vénérienne. Son épouse, quant à elle, lui reproche d'avoir eu une vie de débauche, d'être un ivrogne, un alcoolique et de l'avoir mise à la porte du domicile conjugal en 1898, la laissant dans la plus grande précarité. En première instance, Frésil a la garde de ses 2 filles, son épouse celle des 2 fils. En appel, Frésil demande la garde de ses 4 enfants. Il n'aura la garde que de ses 2 fils et les 2 filles revenant à sa femme. Que sont-ils tous devenus ? Il est intéressant de voir comment les protagonistes des 2 affaires ont évolué au cours des années. Sont-ils revenus dans le droit chemin ou bien ont-ils récidivé d'une manière ou d'une autre ? Prenons les protagonistes de notre première affaire. Prime, qui avait été transféré dans la colonie pénitentiaire de Belle-Île en mer le 4 janvier 1908, doit y rester jusqu'à la veille de ses 21 ans. Il semble avoir appris le métier de cordonnier au sein de la colonie.
Afin d'échapper plus rapidement aux mauvais traitements infligés dans la colonie de Belle-Île, il décide de prendre un engagement volontaire à 18 ans pour une durée de 3 ans à la mairie de Lorient en 1910. Les mauvaises habitudes ne paraissent pas passer aussi facilement. En effet, en 1912, Prime est condamné à 2 mois et 15 jours de prison par le Conseil de guerre de la 11e région de corps d'armée, pour coup volontaire et ivresse manifeste et publique. Ivre, il s'en était pris à 2 femmes en rentrant dans ses quartiers. Comme tout repris de justice, il ne sera pas versé dans l'armée régulière, mais dans les bataillons d'Afrique en 1912. Prime ne retourna pas dans sa région natale, mais s'installa à Flers, où ses parents avaient élu domicile. En mars 1914, avec une bande d'ivrognes, il s'en prend gratuitement à un ouvrier teinturier. Avec la guerre qui éclate, il est rappelé à l'activité. En octobre 1915, il est condamné par le Conseil de guerre de Tunis à 2 ans de prison pour coups et blessures volontaires. Malgré un comportement passé déplorable, Prime a su montrer, contre toute attente, courage et dignité. Il fut cité à l'ordre de la brigade, caporal au 3e bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique. Caporal bombardier très courageux, le 1er mars 1918, n'a pas quitté pendant un violent bombardement de plusieurs heures un poste de guetteur qu'il avait volontairement occupé. La guerre terminée, en octobre 1918, il épouse Louise. Il meurt à l'hôpital le 27 mai 1926 à Moulins dans l'Allier. Il avait 34 ans. Juguet, qui avait été remis sous la responsabilité de ses parents après le vol commis en 1907, fut de nouveau arrêté à Saint-Servant en juin 1908 pour vol et vagabondage. Il ne s'agissait plus de chaussures, mais de pommes de terre. Écroué à la maison d'arrêt de Saint-Malo le 12 juin, le 2 juillet, il est acquitté par le tribunal correctionnel de Saint-Malo comme ayant agi sans discernement. Néanmoins, le juge décide de l'envoyer dans une colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Juguet fait appel de la décision. Il est alors transféré à la cour d'appel de Rennes le 18 juillet. Jugement confirmé, il est écroué à la maison d'arrêt de Rennes jusqu'à son transfèrement à la colonie de Belle-Île-en-Mer, le 23 août 1908. Sa sortie est prévue le 13 juin 1913. Dès sa libération, il est affecté au 28e régiment d'artillerie afin de s'acquitter de son service militaire. Il enchaînera directement avec la guerre 14-18, durant laquelle il reçut la médaille coloniale avec agrafe Maroc, chevalier du 800 alaouite. La guerre terminée, il se retire à Flers, puis s'installe à Paris comme chauffeur. Il se marie en 1919 dans le 17e arrondissement. Il aura 2 enfants. Il retournera sur Fougères en 1926. Juguet est électricien de profession. C'est un homme violent. Il sera notamment condamné à une amende de 50 francs pour avoir frappé sa propriétaire. D'après l'Ouest éclair du 12 mai 1930, il fut condamné à plusieurs reprises. Il divorce en novembre 1935 et meurt à Paris en 1937. Il avait 44 ans. De Guille est le plus âgé des 4 voleurs, remis à ses parents par la justice en 1907. Entre 1910 et 1911, il est condamné à 3 reprises à une amende pour infraction à la police des chemins de fer. Il voyage sans payer de billets. Le 27 avril 1911, il est écroué à la maison d'arrêt de Fougères et est condamné le 23 mai pour vol et violence à 6 semaines de prison. Il sortira le 3 juin. En décembre, il se fait de nouveau arrêter pour avoir encore voyagé sans payer. Cette fois-ci, il écope de 8 jours de prison. Qu'importe, il recommence dans la foulée à 2 reprises et s'en tire avec 2 amendes de 50 francs. Étant soutien de famille, il n'effectuera son service militaire qu'à 21 ans. Il est, comme les autres, envoyé au bas de Daf. Durant la guerre, De Guille est condamné par le Conseil de guerre de la 45e division à 4 ans de prison pour abandon de poste en territoire ennemi. Sa peine sera suspendue, l'armée a besoin de tous ses soldats. Il obtiendra une remise de peine de 2 ans en 1918. Il est décoré de la médaille coloniale avec agrafe Maroc. Victime d'un accident, une chute en 1919, il sera dans un premier temps évacué et opéré du genou, puis redirigé sur la métropole. De Guille aura des séquelles de cet accident toute sa vie. Un premier mariage en 1919 à Châteauneuf-sur-Charente, qui se termine par un divorce le 21 septembre 1924. Puis un second mariage à Fougères le 13 novembre 1924, duquel naîtront 2 enfants. Il meurt en 1961, âgé de 70 ans. Que peut-on dire des protagonistes de la deuxième affaire ? Tulou avait déjà été condamné à une amende par la police des chemins de fer.
Reconnu coupable de complicité de vol en 1909, la Cour d'appel de Rennes avait confirmé le jugement, acquitté comme ayant agi sans discernement, mais l'envoya dans la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer jusqu'à ses 21 ans. D'après le registre d'écrou, il était prévu qu'il sorte de la colonie le 12 avril 1914. Cependant, le préfet d'Ille-et-Vilaine demanda au procureur de la Cour d'appel de Rennes, en juin 1912, de se pencher sur la demande de libération provisoire émise par la mère du jeune Tulloux. Il semblerait que la demande fût acceptée car Tulloux se trouvait à Rennes lorsqu'il rejoignit l'armée pour effectuer son service militaire le 27 août 1913. Il sera envoyé en Algérie jusqu'à l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne, où il est versé dans le 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Tulloux fut tué à l'ennemi le 21 mars 1915 dans le Pas-de-Calais à Roquinclour. Il allait avoir 22 ans. Henri Lamy, concerné tout autant dans la première que dans la deuxième affaire, il est ce que l'on peut appeler une tête brûlée. Le frisé, surnommé ainsi du fait de sa chevelure longue et frisée, n'a pas froid aux yeux. Entré très jeune, 13 ans dans la petite délinquance, son passage d'une dizaine de jours en maison d'arrêt ne lui sert pas de leçon. Envoyé lui aussi dans la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer le 30 novembre 1909, sa sortie est prévue le 31 mai 1915. La colonie de Belle-Île-en-Mer est loin d'être une colonie de vacances. Elle est réputée pour être extrêmement difficile, voire violente. Les jeunes délinquants subissent des sévices, des brimades, des violences corporelles et de nombreuses humiliations. Et c'est ce qui va nous amener à la troisième affaire.